L'Association des étudiantes et des étudiants de Laval, inscrits aux études supérieures en collaboration avec l'Université Laval, a le plaisir de vous offrir les moments marquants d'une conférence présentée sous l'égide de la chaire publique de l'Allier et tenue à l'Université Laval le jeudi 14 février 2002. Le thème proposé, le rôle de l'État croupier face aux jeux pathologiques. Les Canadiens dépensent environ 18 milliards de dollars par année dans les casinos, les appareils de loterie vidéo, les loteries, les bingos et les courses de chevaux. Pour leur part, les Québécois ont dépensé 2,8 milliards en 1997, ce qui a permis à l'État d'empocher 1,1 milliard. Avec ses 12 types de loteries, l'Auto-Québec possède le plus large éventail de loteries au monde et l'un des 10 plus importants casinos de la planète, celui de Montréal. Les billets de loterie représentent la moitié des revenus de la société d'État. De plus, 9 bars sur 10 possèdent les appareils de loterie vidéo qui ont rapporté au gouvernement québécois 315,4 millions de dollars en 1997. L'Auto-Québec est en constante progression et ce fulgurant développement de la société d'État coïncide avec une augmentation du taux de joueurs compulsifs. Selon les chercheurs, ce n'est pas le fruit du hasard. Ceux-ci ont établi une corrélation directe entre la disponibilité des jeux de hasard et l'augmentation du nombre de joueurs pathologiques. Au Québec, comme dans plusieurs autres provinces canadiennes, les ravages des jeux de hasard sont de plus en plus dénoncés. L'Auto-Québec consacre présentement 0,03% de son budget pour aider les joueurs compulsifs et le ministère de la Santé et des Services sociaux investit 805 millions dans un projet pilote d'intégration des services aux joueurs dans la région de Québec. Les efforts de l'État québécois pour combattre le jeu pathologique sont-ils suffisants? Pour aborder cette question, nous recevons M. Claude Bilodeau, directeur général et fondateur de la maison Claude Bilodeau pour joueurs compulsifs, et M. Robert Ladouceur, psychologue à l'Université Laval, spécialiste de la question. J'aimerais d'abord vous indiquer que la légalisation des jeux d'hasard et d'argent n'est pas un phénomène unique au Québec, n'est pas un phénomène unique à Québec, mais est un phénomène qui est très présent dans toutes les sociétés industrialisées à travers le monde. Dans les autres provinces canadiennes, dans les autres États américains et dans tous les pays industrialisés, on voit l'augmentation de l'offre de jeux. Et ceci est en relation, et on l'a mentionné, que plus de gens jouent, plus de gens joueront, et il y a plus d'individus qui vont développer des problèmes de jeu. Mais si la disponibilité, qu'elle soit légale ou illégale, est une condition nécessaire, elle n'est certainement pas suffisante pour développer des problèmes de jeu. En fait, la majorité d'entre nous n'éprouvons pas de problème de jeu compulsif ou de jeu pathologique. Cependant, et malheureusement, entre 1 à 2% des gens souffrent d'un problème qu'on va appeler jeu compulsif, jeu excessif, jeu pathologique. Personnellement, je préfère le terme jeu excessif. Claude Bilodeau croit que ce n'est pas suffisamment fort. Il préfère le jeu compulsif. D'autres préfèrent le jeu pathologique. Entendons-nous que ces trois termes sont utilisés pour identifier la même réalité, quelqu'un qui est aux prises avec ce trouble qu'on appelle le jeu pathologique. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un jeu de hasard et d'argent? Et pour bien clarifier de quoi on parle, et ça va vous aider à mieux comprendre pourquoi on s'adonne à ces jeux et peut-être pourquoi on en devient un peu victime, l'élément central d'un jeu de hasard et d'argent, et si vous pouvez lire sur l'acétate, est que l'issue du jeu est déterminée entièrement ou presque entièrement par le hasard. Mais qu'est-ce que le hasard, me direz-vous? Eh bien, le hasard est un élément qui indique que la cause de l'événement est imprévisible.
fortuite. Alors, pour nous, on fera référence à cette réalité que dans les jeux d'hasard et d'argent, c'est impossible de contrôler ou de prédire l'issue du jeu. Mais sur un continuum, de l'autre côté, on a les jeux d'adresse ou l'habilité. En général, on va définir l'adresse par plus je pratique, plus je m'exerce, meilleure est ma performance. Plus je reçois de l'information, du feedback, meilleure sera ma performance. Alors, si je reviens au hasard, je vous dirai que peu importe la quantité de temps ou d'effort, votre performance ne s'améliorera jamais. Que vous jouiez 5 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 5 ans au bingo, je vous mets au défi que votre performance au bingo ne s'améliorera pas. D'ailleurs, je me dis que je pratique le golf depuis de nombreuses années, et compte tenu de cette affirmation, je conclus que le golf est un jeu de hasard. Essayons de comprendre un peu mieux le jeu. Pourquoi joue-t-on? Eh bien, dépendamment de vos habitudes de jeu, on peut donner diverses raisons. Le jeu, on y joue pour l'excitation, pour l'amusement, on y joue pour socialiser, pour se soustraire d'activités quotidiennes, mais il y a un élément de base, et que cette activité ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait pas ce dénominateur commun qui est la possibilité de gagner de l'argent. Il n'y a personne qui jouerait aux appareils de loterie vidéo ou à la 649 s'il n'y avait pas cette possibilité de gagner un certain montant. Mais ceci soulève un paradoxe. Vous savez, comme moi, et peut-être mieux que moi, que la structure des jeux fait en sorte que l'espérance de gain, pour vous et moi, est toujours négative. Et évidemment, les promoteurs de jeux, les exploitants de jeux, c'est une industrie et doivent faire un profit sur l'activité. Compte tenu que notre motivation est la condition essentielle et de la possibilité de faire de l'argent, et que les avantages, entre guillemets, sont toujours négatifs pour le joueur, comment se fait-il que tant de gens jouent? Alors, pour comprendre ou tenter de solutionner ce paradoxe, dans 3 ou 4 minutes, pendant ces 3 ou 4 minutes, je vais vous indiquer certains éléments qui font que pendant qu'on s'adonne à cette activité, il y a plusieurs éléments qui viennent masquer, obscurcir le fait que le seul déterminant est le hasard. Par exemple, plus j'ai l'impression d'être actif pendant ce jeu, moins j'aurai l'impression que l'issue repose sur le hasard. Et je vais vous donner des exemples dans quelques secondes. Si j'ai une perception de compétition, c'est donc dire que je dois faire quelque chose pour augmenter mes chances de mieux performer. Combien d'entre nous, et ceux qui sont déjà allés à Las Vegas, on entend ce « beat the dealer ». Essayons de battre le croupier. Il faut battre la machine, il faut battre l'appareil. D'autres éléments qui nous font que le hasard est peut-être pas aussi présent dans notre esprit est la complexité du jeu. Ce n'est pas un encouragement au jeu, mais pour ceux qui n'ont jamais examiné un programme de course, je vous invite à acheter un programme de course et vous allez voir la quantité fantastique d'informations qu'on vous donne. Et si après tout, on vous donne ces informations, ou plutôt vous les achetez, il faudrait s'en servir. Une autre façon de masquer le hasard. 3 exemples pour montrer l'importance du rôle actif que joue le joueur pour lui permettre de continuer à jouer. Les études empiriques montrent que l'individu qui achète, choisit ses numéros, valorise ses chances de gagner beaucoup plus que la personne qui laisse l'ordinateur choisir ses numéros. Après tout, est-ce que vous achetez un billet de 6,49 dont le numéro est 1, 2, 3, 4, 5? Ça ne semble pas un numéro chanceux. Dans notre laboratoire, ici à l'Université Laval,
On a invité des gens à jouer à la roulette. Pour certains, ils avaient la possibilité de lancer eux-mêmes la bille, alors que l'autre groupe, c'est le croupier qui effectuait ce travail. On a observé que les gens qui lancent la bille eux-mêmes gagent significativement plus d'argent que les autres. Pourquoi? Après tout, est-ce qu'on peut influencer cette bille? Un autre exemple amusant, mais aussi très révélateur. On a observé un jeu de dés, le crap, que lorsqu'on lance un dé et qu'on veut un chiffre élevé, on fera un lancer violent et fort. Mais si on veut un petit chiffre, un 1 ou un 2, on va lancer gentiment et délicatement le dé. On a tous fait ça en jouant aux échelles et serpents avec les enfants. Après tout, si je veux un 6, un petit lancer léger semble peu productif. On pourrait donner plusieurs explications, mais pourquoi? Comment expliquer ces informations ou ces observations? Eh bien, après avoir observé des centaines de personnes avec différentes habitudes de jeu, sur différents jeux, il y a un élément qui sort d'une façon constante, d'une façon claire, et que lorsqu'on s'adonne au jeu, 80% de nos perceptions sont erronées, irrationnelles, viennent mettre en question que finalement le seul déterminant du jeu est le hasard. Et que faisons-nous? Ce que je fais lorsque je joue, ce que j'infère que vous faites aussi pour ceux qui d'entre vous jouez, on essaie de prédire le meilleur chiffre. J'essaie de choisir le meilleur appareil. J'essaie de choisir la meilleure table si je vais au casino. Et lorsque j'essaie de prédire ou de choisir, je commets l'erreur fondamentale qui est de faire des liens entre des événements indépendants. Observons les joueurs de roulette au casino. Combien notent de façon, je dirais, presque compulsive les numéros qui sont sortis pour utiliser cette information afin de faire un meilleur pari. Après tout, on oublie qu'à chaque tour, les tours précédents se sont effacés. Le seul qui a une mémoire hypertrophiée, c'est le joueur qui essaie d'accumuler cette information pour mieux augmenter ses chances de succès. Mais le joueur, qu'est-ce qui distingue le joueur non pathologique de vous et moi? Étant donné qu'on a nous-mêmes ses propres perceptions erronées, la différence majeure et la plus importante est que le joueur qui a des problèmes augmente et est de plus en plus convaincu que ses pensées qui sont fausses sont vraies. Combien de joueurs nous diront qu'ils doivent retourner le lendemain pour reprendre le même appareil parce que l'appareil est dû, l'appareil est plein, l'appareil va bientôt payer. Alors que pour le joueur qui est non pathologique, cette perception pourra se dissiper après une certaine discussion. Cela étant dit, qu'est-ce qu'un joueur pathologique ou un joueur excessif? Eh bien, le joueur excessif est la personne qui a perdu le contrôle sur ses activités de jeu, éprouve des problèmes au travail, éprouve des problèmes dans sa vie personnelle, parfois va voler pour prendre de l'argent, non pas de façon sadique, mais prendre cet argent parce qu'il est convaincu, ou elle est convaincue, que cet argent va lui permettre de se refaire, de récupérer l'argent qui a été perdu. Les travaux qui ont été menés ici à l'Université Laval et en collaboration avec certaines personnes dans la salle montrent que si ces perceptions erronées sont si importantes dans le jeu, le fait de les corriger ou de les enrayer devrait aider les gens qui sont aux prises avec le problème de jeu à s'en sortir. C'est ce qui a été fait dans une série d'études montrant que lorsqu'on parvient à corriger, à changer ces perceptions erronées,
un nombre très significatif de joueurs, au-delà de 80%, qui complètent le traitement, réussissent à se sortir de ce problème qu'on appelle le jeu excessif. Et non seulement ils réussissent à s'en sortir, mais le maintien de ces gains thérapeutiques, on les observe 12 et même 24 mois après la fin du traitement. Donc, pour les joueurs excessifs, c'est la bonne nouvelle. Amenons maintenant, pour discuter si c'est l'état croupier et si on fait assez, on se doit de regarder l'aspect préventif. On a des moyens pour aider les joueurs, mais ultimement, ce qu'on veut, c'est de limiter la progression vers le jeu excessif. Dans notre contexte, la prévention du jeu part avec cette philosophie de base qui est que le jeu est d'abord un loisir et qu'on ne doit pas miser plus d'argent qu'on peut se permettre de perdre. Pour montrer dans différents programmes, pour aider les jeunes et les moins jeunes à se départir de ces perceptions erronées, plusieurs programmes ont été mis de l'avant et de façon convaincante ont réussi, avec certains moyens qui ciblent les variables en cause dans le jeu, à ce que les gens aient une perception beaucoup plus adaptée de cette activité qu'on appelle les jeux d'hasard et d'argent. Quelles sont les implications? Est-ce que l'État croupier et le jeu responsable font bon ménage? Vous direz que dans la plupart des sociétés, des pays, des provinces, des États américains, il y a une notion qui est de plus en plus à la mode, qu'on appelle le responsible gaming, donc le jeu responsable. Parce que tout ce débat gravite autour de la notion centrale de la responsabilité envers la diffusion, envers les joueurs à risque ou envers les joueurs excessifs. De formuler de façon simple, le jeu responsable peut se décrire en termes de politique et de pratique qu'on met de l'avant pour prévenir ou réduire les méfaits, les conséquences négatives de l'activité qu'on appelle le gambling. Mais qui devrait-on cibler par cette pratique de jeu responsable? Me permet de vous catégoriser un peu la population en termes d'habitudes de jeu. On peut voir sur le tableau qu'il y a des gens, les blancs qu'on va appeler, dont le risque de développer des habitudes de jeu est pratiquement nul. Ce sont des gens qui ont peut-être joué quelques fois dans leur vie ou des gens qui n'ont jamais joué et la pratique du jeu est pratiquement à zéro. On a les verts. La pratique de jeu est relativement régulière, mais ils n'ont pas perdu le contrôle sur leurs habitudes de jeu. On a les verts pâles et les verts foncés. Et si on va encore un peu plus loin, on voit qu'il y a les jaunes, la lumière jaune. On peut parler ici de gens qui sont à risque. Il y a les jaunes pâles et les jaunes foncés. Les gens qui sont à risque, c'est des gens qui jouent souvent, des gens qui jouent régulièrement, des gens qui ont fait un gros gain au début quand ils ont commencé à jouer, des gens qui sont convaincus qu'ils vont finir par se refaire. Et finalement, il y a les gens qui ont basculé vers le rouge, qui sont des joueurs excessifs. Et il y a des gens qui sont des joueurs excessifs moins graves, entre guillemets, et les joueurs excessifs, les rouges. On peut mettre en termes de distribution de ces quatre catégories, les verts sont de loin les plus importants, quelque peu les jaunes, et évidemment, notre 2% de joueurs pathologiques qui sont les rouges. Qui devrons-nous cibler quand on parle de jeu responsable? À mon avis, ce sont les verts foncés et les jaunes. Ce sont les gens qu'on veut prévenir de basculer vers la maladie du jeu. C'est clair qu'une politique de jeu responsable, que ce soit l'industrie
que ce soit l'Auto-Québec, que ce soit les propriétaires de casinos de Las Vegas, de promouvoir un jeu responsable pour les rouges, donc les gens qui ont déjà développé, ce n'est pas la solution. Ce qu'on veut, c'est de prévenir la progression. Les rouges ont besoin d'aide professionnelle, ont besoin d'aide de traitement, comme M. Bilodeau va en parler, ont besoin de joindre des groupes d'entraide, comme les Gamblers Anonymes. Et certains aussi vont s'en sortir de façon naturelle. Mais c'est clair que si on veut une politique responsable, et le ministère de la Santé a mis à la disposition des Québécois, depuis juin dernier, des professionnels bien entraînés pour aider dans toutes les régions du Québec, dommage qu'ils ne soient pas ici pour le dire, dans toutes les régions du Québec, une aide spécialisée pour les rouges. Alors que nous, comme société responsable, on doit viser des mesures à ce que les verts restent verts et que les jaunes restent dans le jaune pâle, si je peux me permettre cette expression. À mon avis, l'individu est l'ultime responsable de ses actes. Le joueur est l'ultime responsable, ou la personne, s'il décide de commencer à jouer, s'il décide d'arrêter de jouer, ou s'il décide de demander de l'aide ou de se faire aider pour son problème de jeu. On a probablement à mettre de l'avant des programmes pour sensibiliser au niveau de nos connaissances, à sensibiliser l'individu à devenir de plus en plus attentif à ses activités de jeu pour qu'il puisse ou qu'elle puisse prendre la meilleure décision qui s'impose. Mais il y a une chose est claire, c'est que l'État ne se peut d'être intrusive en limitant, en imposant des mesures de contrôle extrêmes, un peu, et j'imagine que des cliniciens vont le confirmer, la condition fondamentale du joueur qui veut recevoir de l'aide, c'est de demander sur une base volontaire cette aide et non imposée. Le traitement imposé ne fonctionne jamais. Alors, c'est pourquoi je pense que l'information et la prévention ont bien meilleur goût que la prohibition qui apportera beaucoup d'autres problèmes. Alors, mon commentaire final, il me reste 2 minutes, est que la prochaine fois que vous achèterez une 649 ou que vous jouerez aux appareils de loterie vidéo ou à la roulette ou au blackjack, rappelez-vous que jamais vous pourrez battre le hasard. Merci beaucoup. Je pourrais vous dire aussi que, bon, Claude Bilodeau, c'est un ancien joueur compulsif et toujours, je me considère toujours un joueur compulsif quand même, mais abstinent du jeu depuis une période d'environ 5 ans. Et puis, quand je donne des conférences comme ça, ben que je pense qu'on s'adapte jamais, puis je me sens comme si je rentrerais dans un casino ou quoi que ce soit, je vis les mêmes moments d'excitation puis de tension qu'un joueur va ressentir lorsqu'il s'adonne à des jeux de hasard et d'argent. Alors, moi, en tout cas, le principal attrait, pourquoi j'allais jouer, M. Laboussard parlait beaucoup de l'appât du gain, aussi l'illusion de faire de l'argent avec le jeu, mais aussi tout le phénomène aussi d'excitation puis de tension aussi que les gens, on est toujours à la recherche constante de ces sensations-là, puis toute l'adrénaline aussi que ça peut nous amener à nous, les gens, entre guillemets, compulsifs. Ayant vécu moi-même l'enfer du jeu, puis atteint un bas fond aussi avant de demander de l'aide, puis comme d'autres, des milliers et des milliers de personnes, on parle d'environ 160 à 200 000 joueurs pathologiques peut-être au Québec, mais malheureusement, j'ai atteint le bas fond, et puis ça a pris il fallait que je m'arrange jusque-là avant de demander de l'aide aussi. Après 2 tentatives de suicide échouées, j'en suis venu à m'impliquer beaucoup dans l'entraide aux joueurs compulsifs, ayant fondé le mouvement de Gamblers Anonymes ici à Québec et la maison Claude Bilodeau qui est ouverte depuis le 2 novembre 1999. Moi, il y a une chose en particulier que j'aimerais vous dire, c'est que les gens n'auraient probablement pas perdu leur emploi, divorcés, ne seraient peut-être pas divorcés, séparés ou fait des tentatives de suicide ou même se suicider si ça n'aurait pas été un problème qui n'existait pas il y a 10 ans. En tout cas, c'est ma propre expérience et puis le cheminement, en tout cas, ou la conclusion à laquelle on en vient quand même différents intervenants sociaux ou différents partenaires aussi dans le domaine du jeu compulsif.
Parce qu'il ne faut pas oublier que, environ une quinzaine d'années, une douzaine d'années, on connaissait des appareils de loterie vidéo sur le territoire québécois, des machines dites illégales à l'époque où on jouait à 25 cents et où on trouvait seulement une forme de jeu dans ces appareils de loterie vidéo-là, et puis qui était interdite aussi. Alors, c'était plus inquiétant de s'adonner à ces jeux-là que ça l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est géré par l'État, c'est le gouvernement qui gère ça. Alors, ça paraît beaucoup plus sain de s'adonner aux appareils de loterie vidéo ou à l'ensemble des casinos qu'on connaît dans la région du Québec. Alors, malheureusement, je pense qu'on vit un phénomène en croissance aussi ici au Québec, et puis on connaît une multitude de problèmes sociaux. Au terme du forum, il y a eu un forum dernièrement, le 8 et 9 novembre dernier, tenu par l'ex-ministre déléguée à la Santé, Mme Agnès Maltais, qui, elle aussi, parlait de... M. Laboussard, tantôt, mentionnait qu'il y avait... L'individu lui-même était peut-être le seul responsable de ses actes. Mais je pense qu'il y a un phénomène de co-responsabilité aussi qu'on connaît aujourd'hui, où ce que le gouvernement aussi a mis à la portée des gens, où ce que c'est facile de s'adonner à l'ensemble des jeux de hasard et d'argent qu'on connaît ici au Québec. En particulier, la clientèle chez nous, en tout cas à 92 connaissent des problèmes avec les appareils de loterie vidéo. On parle d'environ 15 000 appareils de loterie vidéo qui sont beaucoup plus attrayantes qu'elles l'étaient à l'époque, où il y a une multitude de jeux aussi que les gens peuvent s'adonner à l'intérieur de ces appareils de loterie vidéo-là, et où est-ce qu'on peut perdre un montant de 2,50 $ en l'espace de 3 à 4 secondes. Alors, la dépendance au jeu est beaucoup plus rapide qu'elle l'était à l'époque, lorsqu'on a connu environ une douzaine d'années avec les appareils de loterie vidéo qui étaient illégaux. Comme le mentionnait la ministre déléguée, Mme Agnès Maltais, de la Santé, c'est que l'admission qu'elle a faite, en tout cas à elle seule, devrait, il me semble, amener notre gouvernement qui gère un commerce qui lui rapporte des milliards à modérer son appétit vorace pour les profits afin de freiner la hausse du nombre de joueurs pathologiques et consacrer une partie beaucoup plus importante dans la prévention, le traitement et la recherche aussi sur les jeux d'hasard et d'argent et sur les problèmes sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Même aussi, Mme Pauline Champoux-Lesage qui a mentionné aussi récemment qu'au nom de la solidarité sociale, qu'on devrait beaucoup plus s'inquiéter à l'ensemble des phénomènes du jeu dans notre société aujourd'hui. Selon moi, en tout cas, si je veux répondre à la question d'aujourd'hui, le rôle de l'État croupier face aux jeux pathologiques, c'est triste à dire, mais l'Auto-Québec a rempli les coffres de l'État en grande partie avec des gens vulnérables, en tout cas selon différentes recherches qui ont pu avoir lieu récemment. C'est que, selon moi, en tout cas, c'est pas les gens qui vont aller jouer socialement aux appareils de loterie vidéo qui vont remplir les coffres de l'État. Ça fait qu'aujourd'hui, on a rendu des gens malades, et puis c'est ces gens-là qui, malheureusement, vont injecter l'ensemble des 4 milliards qui sont injectés annuellement dans les appareils de loterie vidéo. Notre gouvernement aussi, je pense qu'aujourd'hui, essaie de se donner une bonne conscience au niveau de l'argent qu'ils vont injecter sur la prévention, la recherche et le traitement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, selon différents organismes ou différents intervenants sociaux, c'est que c'est insuffisant, en tout cas, les subventions qu'on reçoit, et puis pour traiter les gens à l'interne, comme on le fait chez nous à la maison Claude Bilodeau, ou à l'externe aussi, parce que, comme M. Laboussard l'a mentionné, c'est que de plus en plus au Québec, on a des centres externes pour traiter les gens le plus rapidement possible. C'est que, je peux vous dire juste par exemple que chez nous, ou d'autres organismes communautaires ici au Québec, c'est qu'on reçoit des montants, mais qui sont insuffisants, parce qu'il ne faut pas oublier que la clientèle qui arrive en demande de traitement arrive très désorganisée, et puis, malheureusement, le lien direct avec les problèmes de jeu, c'est que les gens arrivent chez nous, ils ont fait faillite, ou sont en processus de faire une faillite, et puis, malheureusement, ils n'ont pas d'argent pour défrayer de la partie des frais reliés aux services qu'on peut leur offrir chez nous. Alors, comme chez nous, on reçoit un montant de 160 000 par année, et puis malheureusement, aujourd'hui, on a donné pour 270 000 en services gratuits. Alors, je pense qu'il y a un manque d'écoute de la part de notre gouvernement aujourd'hui. Moi, je dis que le joueur, finalement, quand les gens développent une dépendance au jeu, c'est que gagne ou perd, finalement, le joueur compulsif. Je pense qu'à un moment donné, on atteint un stade où on s'en fout et puis que c'est plus important. Parce que pour nous, les joueurs compulsifs, c'est que l'action de gager, pour nous, c'est devenu un refuge et une fuite aussi pour fuir tout l'ensemble de ces problèmes aussi qu'on connaît actuellement aujourd'hui. Alors, il n'y a pas juste le phénomène de gagner de l'argent aussi qui nous attire jouer. Je pense qu'il y a toute la croyance que oui, on peut faire de l'argent, puis il y a aussi le phénomène de fuir ces problèmes aussi, je pense, qui sont à considérer beaucoup aujourd'hui dans le phénomène du jeu. Je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est que Robert, tantôt, il parlait de l'approche cognitive, c'est que
Oui, effectivement, c'est vrai, c'est une approche qui est essentielle dans le traitement et puis qu'on emploie chez nous à la maison de Claude Bilodeau. Et puis c'est une approche qui est mise dans l'ensemble de la région du Québec. Mais ce que je me demande aussi, c'est pourquoi aussi il y a tant de rechutes aujourd'hui dans le phénomène du jeu. Puis pourquoi aussi il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, vont abandonner le programme de traitement en cours de route. Si je regarde chez nous, il y a peut-être 60 des gens qui vont rechuter. Oui, la rechute peut faire partie d'un processus de rétablissement, mais il y a des gens qui, malheureusement, vont s'enlever la vie quand même, ou même s'ils ont appris qu'ils ne pouvaient pas faire d'argent avec ça, qu'ils ne pouvaient pas contrôler le hasard, il y a une bonne proportion de cette clientèle-là qui va retourner jouer quand même si on leur a dit que le hasard, c'était le hasard et qu'on ne pouvait pas le contrôler, malheureusement. Alors, je pense que dans le traitement, il y a différentes approches aussi qui ne sont pas à négliger. Alors, chez nous, on va y aller avec une approche globale aussi, selon les besoins de l'individu, beaucoup. Parce que les joueurs, c'est des gens qui sont très peu en contact avec leur émotion, qui sont toujours à la recherche de sensations fortes, chez les hommes plus particulièrement. La femme, pourquoi qu'elle va aller jouer? Mais souvent, c'est pour anesthésier un problème d'émotion aussi beaucoup. Anesthésier toutes les souffrances qu'ils vont vivre. La déchéance du côté de la femme est beaucoup plus longue, parce que comme on connaît le côté maternel de la femme, ça va prendre du temps, beaucoup plus de temps avant qu'elle atteigne le bas fond, et puis elle va demander de l'aide plus rapidement que les hommes. Les hommes, avant qu'ils demandent de l'aide, donc malheureusement, il va y avoir beaucoup de mal qui va être fait dans son entourage et dans sa famille. La dépendance au jeu, c'est une dépendance sournoise, c'est une dépendance qui ne paraît pas. Tout comme l'alcoolisme ou la toxicomanie, c'est une dépendance qui est beaucoup plus prévisible, qu'on voit venir aussi dans notre famille ou chez notre conjoint. La dépendance au jeu, quand on s'en rend compte, il y a beaucoup de mal qui est fait, malheureusement. Souvent, les gens sont en faillite. Souvent, les gens ont plein de dettes aussi. Les gens ils se ramassent avec des cartes de crédit complètement loadées, avec beaucoup de problèmes. Arrivent chez nous en thérapie complètement désorganisés aussi au niveau social, au niveau familial. Souvent, le conjoint ne sait même pas que son conjoint a un problème de jeu. Souvent, les gens vont penser qu'il y avait une maîtresse dans sa vie parce qu'il s'absente de plus en plus de son travail. Il va être moins présent à la maison, va s'occuper moins des enfants, va participer moins aux activités familiales. Alors, la dépendance, c'est une dépendance invisible, comme on l'a déjà prédit en 1993. Alors, c'est une dépendance sournoise puis beaucoup plus rapide que la toxicomanie ou l'alcoolisme. On va donner 1 000 $ à un toxicomane. Je pense que demain matin, il va se réveiller, il va y rester peut-être encore 200-300 $ dans ses poches, tout dépendamment des substances qu'il va consommer. Mais si on donne 1 000 $ à un joueur compulsif, en l'espace de 5 minutes, il peut jouer rapidement. Alors, la dépendance est beaucoup plus rapide. On parle beaucoup aussi dans les recherches qu'on fait d'un phénomène de codépendance où ce que les gens qui ont des problèmes de jeu ont une autre dépendance quelconque, soit l'alcoolisme ou la toxicomanie. Mais ce qu'on constate chez nous, au moins 50 % de notre clientèle, c'est des gens qui ont strictement un problème de jeu pur, qui n'ont jamais connu d'autres dépendances auparavant. Et puis, ils sont dépendants au jeu depuis une période d'environ 10 ans. Alors, il y a un lien direct à faire avec la légalisation des jeux de hasard, l'ouverture du Casino de Montréal en 1992 et l'arrivée des appareils de loterie vidéo en 1993. Je pense que c'est des phénomènes qu'il ne faut vraiment pas oublier. On mentionnait au forum qu'il faut faire encore beaucoup de recherches, beaucoup d'études pour voir s'il y a un lien direct à faire avec l'accessibilité à l'ensemble des jeux. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que il y a beaucoup de recherches qui s'entendent pour dire que il y a un lien direct avec l'accessibilité aux jeux et la multitude de problèmes sociaux aussi qu'on connaît dans notre société aujourd'hui. Alors, si on voudrait se donner une bonne conscience, on voudrait vraiment aider les gens, je pense qu'il y aurait des choses concrètes qu'on pourrait faire aujourd'hui pour avoir une meilleure société aussi et puis se donner une meilleure figure ici au Québec de la part de notre gouvernement. Il ne faut pas oublier, depuis la légalisation des jeux, qu'il y a eu une augmentation aussi dans les profits engendrés par l'Auto-Québec. On parle, au niveau des appareils de loterie vidéo, en 1997, l'Auto-Québec faisait environ 300 millions de profits. Aujourd'hui, en l'espace d'1 an, on est près d'1 milliard de profits par année avec les appareils de loterie vidéo. On regarde aussi, il y a une augmentation aussi du nombre de meetings de gamblers anonymes aussi qui est passé de 12 par semaine à environ une quinzaine par jour aujourd'hui ici au Québec. Le nombre d'appels aussi reçus à jeux à aide de référence aussi qui est continuellement en augmentant. On regarde aussi les revenus engendrés par l'Auto-Québec sur l'ensemble des produits des jeux de hasard aussi qu'on connaît. Les employés de l'Auto-Québec aussi qui sont passés de 600 en 1993 à plus de 7 à 8 000 aujourd'hui. Alors, si on connaît une augmentation dans tous ces domaines-là, je pense pas qu'aujourd'hui, on parle
d'environ 1 à 2 de la population qui sont joueurs pathologiques. Je pense pas que je suis tout à fait d'accord avec ça parce que chez nous, encore aujourd'hui, on a une grosse demande au niveau de notre clientèle. On connaît une augmentation aussi dans les problèmes engendrés par les jeux de hasard et d'argent. Il y a des études qui ont été faites par l'Institut national de santé publique dans la région de Montréal où on parlait d'environ 5 à 10 de la population de Montréal qui connaît des problèmes de jeu. On parle d'une étude qui a été faite au cours de l'automne dernier par les GDG où on parlait d'environ 5 de la population qui serait joueur pathologique aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de recherche aussi de ce côté-là. Hein. Si vraiment on veut aider concrètement les gens qui sont aux prises avec le jeu, oui, il y a beaucoup de recherche à faire, oui, il y a beaucoup de sensibilisation, de prévention, mais je pense qu'on devrait réduire de beaucoup la publicité aussi de l'Auto-Québec. Je pense qu'on devrait réduire aussi beaucoup l'accessibilité aux jeux. Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes de 18 à 24 ans, comme le mentionnait M. Roy, le porte-parole de l'Auto-Québec, qui ont des problèmes reliés aux appareils de loterie vidéo. Pourquoi? Parce que ces machines-là sont trop accessibles aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que c'est les appareils de loterie vidéo qui sont le gros problème dans notre société aujourd'hui. Alors, si on veut se donner bonne conscience, je pense qu'on devrait réduire le nombre d'appareils de loterie vidéo. Je pense que 1000 sur une période de 3 ans, c'est insuffisant, selon moi. Je ne vais pas me faire le côté critique de tout ça, mais c'est parce qu'on côtoie quotidiennement, en tout cas, des gens qui sont aux prises avec ce problème-là. Alors, je pense qu'on devrait peut-être aussi réduire la vitesse des appareils de loterie vidéo. Parce qu'avant ça, à l'époque, quand les machines étaient illégales, c'était pas des machines aussi performantes, aussi invitantes aussi. C'était pas attrayant pour les gens aussi. Alors aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a instauré une gamme de produits qui sont très nocifs pour la santé. Et puis on parle d'une dépendance invisible, une dépendance qui paraît pas. Hein. M. Ladouceur, tantôt, mentionnait qu'on parlait de 1 à 2 de la population qui sont joueurs pathologiques aujourd'hui. Il parlait du terme excessif aussi, qui mentionnait que je n'étais peut-être pas plus ou moins d'accord avec ça. Moi, je trouve que le terme excessif banalise trop encore la réalité du jeu. C'est un terme qui est beaucoup plus acceptable dans notre société. On parlait de jeu responsable aussi. Je pense que si on en vient à un jeu responsable, on va rendre le jeu encore plus acceptable et mieux vu auprès de la population. Alors, sûrement qu'on va connaître encore de plus en plus de problèmes sociaux reliés aux appareils de loterie vidéo. Hein. On parlait de l'impossibilité de prédire le résultat. Je pense qu'on ne fait pas encore assez de campagnes de prévention pour informer les gens de ce côté-là aussi. Parce que ce qu'on devrait mentionner aussi, c'est que plus tu joues, bien, plus tu es dans le trou finalement. Hein. C'est ce qu'on connaît avec les appareils de loterie vidéo. Là. On parlait des perceptions erronées, mais je mentionnais tantôt, mais pourquoi il y avait autant de rechutes aussi aujourd'hui? Parce que je regarde, même dans l'ensemble de Gamblers Anonymes, c'est qu'on connaît beaucoup de rechutes aussi, même à la maison de Claude Bilodeau. Oui, il y a peut-être 3 personnes sur 10 qui vont arrêter de jouer, mais même si on a informé les gens sur l'approche globale aussi, qu'on va travailler avec eux chez nous, sur les pensées erronées qu'ils ont, les gens retournent jouer quand même. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il y a une grande souffrance humaine aussi qui se produit à l'intérieur d'un individu. Hein. Quand on parle de les cotations de risque, que le blanc est nul, que le vert est faible, que le jaune est élevé, puis que le rouge est à risque, est excessif. Moi, j'ai de la misère avec ces couleurs-là. Parce que dans une lumière verte, on peut se faire frapper. Et déjà, si on l'évalue comme étant faible, déjà à ce moment-là, il faudrait tout de suite prendre des mesures de précaution. Juste là. Et dans le rouge, il peut y avoir différentes teintes. Moi, je verrais plutôt le vert comme étant jaune, déjà là. Et le jaune comme étant rouge. Et le rouge comme étant noir. Parce qu'on a beaucoup de cas qui se ramassent dans le cimetière, d'autres qui se ramassent en prison, et d'autres qui se ramassent en psychiatrie. Et d'après moi, c'est rouge bien ça. Et à ce moment-là, en mesure de prévention, on ne peut pas argumenter entre le 2 et le 6 %. Mais moi, si je vois une femme qui ne prend pas de pilule anticonceptionnelle durant une semaine de temps, d'après moi, elle va tomber enceinte pas mal plus souvent. Or, on ne peut pas voir une femme qui est juste à demi enceinte. Et dans la réalité pratique, on a des cas qui sont très, très marquants. Et le plancher,
c'est une chose. La recherche, c'est une autre chose. Quand on voit 85% du taux de rétablissement, vous nous disiez dans les rencontres, j'aurais envie de discuter les chiffres, moi aussi. Parce que moi, je travaille en interne depuis 20 ans. J'ai travaillé en toxicomanie, en alcoolisme, c'est maintenant dans le jeu. Et je peux vous assurer que la différence est très marquante. Je pense que les couleurs que vous mentionnez, je ne suis pas en désaccord avec ce que vous dites. Et pour moi, utiliser la gradation que vous voulez, c'est peut-être pas cette gradation qui m'intéresse davantage. C'est que cette gradation montre qu'on a besoin d'intervenir différemment selon cette gradation. C'est-à-dire que pour les joueurs qui sont soit dans le noir ou dans le rouge foncé, les interventions sont très différentes que pour quelqu'un qui est dans le vert ou dans mon jaune-orange que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on a besoin de mettre de l'avant une série d'interventions. Une série d'interventions comme ce ne sont pas tous les joueurs excessifs qui vont aller en traitement. Et vous le savez aussi bien que moi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Il y a des gens aussi qui sont en devenir. Je pense que l'intervention qu'on peut faire pour ces gens-là doit être ciblée. Et il y a une chose qu'on doit remettre sur la table, c'est qu'il n'y a pas un divorce entre le terrain et la recherche. Je pense qu'on doit viser une harmonie et que mutuellement, on s'influence de façon positive. Les pourcentages, on peut discuter des pourcentages, mais je peux vous dire que quand on regarde des chiffres en fonction des clientèles, en fonction des procédés, ces chiffres-là, ils sont justes. On peut voir d'autres réalités, on peut voir d'autres applications, mais une chose est claire, c'est que ces chiffres-là sont justes. On peut voir d'autres clientèles, peut-être dans un milieu particulier. Si vous travaillez dans un centre de prévention du suicide, où vous voyez des gens en interne, il y a une étude qu'on doit faire avec les intervenants, d'étudier la clientèle de gens qui vont en interne versus en externe. Une grande question, est-ce que quelqu'un doit être pendant 4 semaines isolé dans un endroit comme la maison Claude Bilodeau ou Jean Lapointe ou, comment ça s'appelle ici, la Casa, ou est-ce que c'est pas plus bénéfique d'avoir une rencontre 1 ou 2 fois par semaine avec un intervenant? Est-ce que c'est pas mieux de travailler pour un joueur en groupe avec d'autres joueurs plutôt qu'individuel? On ne le sait pas. Et probablement que la réponse sera qu'il y a des caractéristiques particulières qui vont mieux correspondre à un type de traitement particulier. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais cette gradation, pour moi, elle est très importante parce qu'elle va dicter les interventions qu'on doit faire. Jamais, à mon avis, je suis peut-être pessimiste, une intervention de type public du gouvernement va venir aider les noirs ou les jaunes foncés. On a besoin de plus. On a besoin d'intervenants spécialisés. Alors, c'est une illusion de penser que des mesures de jeu responsable vont venir contrecarrer et diminuer les noirs ou les rouges foncés. Si on croit ça, comme certaines juridictions le font, et j'ai été amené à être consultant, je dis, vous manquez votre coup, ils ont besoin de plus. Ces gens-là ont besoin de services spécialisés, de thérapeutes spécialisés. Alors, je pense que cette gradation est importante dans ce sens-là. Et bon, on peut le voir avec des yeux différents, et je partage beaucoup votre opinion à ce sujet-là, mais il n'en demeure pas moins que ça nous indique de ne pas tomber dans l'erreur. Moi, je pense personnellement que la vitesse des appareils, contrairement à Claude Bilodeau, ce n'est pas ça qui va guérir les joueurs pathologiques. On le sait en traitement, c'est difficile de travailler avec eux. C'est des gens qui ont toutes sortes de difficultés. Si la vitesse était la solution, ça ferait longtemps qu'on l'aurait réglé le problème. Ce n'est pas la solution. Et je pense qu'il faut avoir une recherche, des affirmations qui sont appuyées, de penser
de réduire la vitesse des appareils va solutionner, je pense qu'on fait un pas dans la mauvaise direction en véhiculant une opinion aussi claire, mais absolument pas appuyée. Et ça induit des mauvaises perceptions, et ça peut induire, à la limite, qu'un gouvernement dise, ben, on va les solutionner, on va réduire la vitesse. Mais voyons, on a besoin de beaucoup plus que ça. Et c'est pourquoi ma gradation, à mon avis, est importante pour dicter des interventions et qu'on soit alerte pour bien que la population de ces 4 ou 5 catégories, ou 8, soit bien ciblée. Monsieur Ladouceur, je me permets de vous poser une question. Est-ce qu'il y a des études ou des recherches assez précises qui confirment qu'à la suite des mises en garde, par exemple, pour l'alcool, la modération a bien meilleur goût, ou pour la cigarette, le danger croît avec l'usage, est-ce que ces avertissements ont diminué la consommation? J'espérais que cette question ne soit pas posée pour une raison. C'est que la réponse, elle est d'une tristesse incroyable. Tous les spécialistes de la prévention, et j'entendais 2 Québécois à une émission de Radio-Canada en fin de semaine, un spécialiste de la prévention qui est à l'Université de Montréal, Frank Vitaro, la conclusion est que tous les programmes de prévention par rapport à l'alcool, cigarettes, drogue, sont d'une efficacité extrêmement modeste. Et les efforts, s'il y a une conclusion qu'on peut tirer, c'est que la prévention, les programmes qui donnent un impact, ce sont des programmes qui font appel à une série de mesures et d'une intensité très importante. Alors, les petits programmes qu'on met de l'avant, l'efficacité, malheureusement, reste à être confirmée. Je me demandais, est-ce qu'il y a un profil socio-économique ou un profil psychologique qu'on retrouve en particulier chez les joueurs compulsifs? Et à ça, évidemment, se greffe un ensemble de sous-questions. Est-ce que, on parle de joueurs compulsifs, est-ce qu'il y a des liens avec les personnalités dites obsessives-compulsives? Est-ce que les gens dans ce profil psychologique-là ont une plus grande propension au suicide, ce qui expliquerait les plus grands taux de suicide dans ces... En tout cas, beaucoup de questions de ce genre-là. Le profil type, il n'y en a pas. Les causes du jeu, on ne les connaît pas. Et probablement, le grand mythe, c'est de penser que tous les joueurs sont joueurs par rapport à une cause unique. Il y a des gens qui vont développer des problèmes de jeu suite à un traumatisme. Il y a des gens qui vont développer un problème de jeu suite à la perte du conjoint. Les enfants qui quittent le foyer. Claude peut élaborer davantage là-dessus. Mais on voit qu'il y a des caractéristiques, par exemple, le plus de joueurs excessifs, les jeunes adultes, seuls, avec un niveau socio-économique. Mais de façon générale, je crois que, étant donné l'état actuel de la recherche, le meilleur énoncé qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas un profil type qui amène quelqu'un à être nettement plus à risque que d'autres. Et ça, c'est très important. Oublions pas aussi, et je disais tout à l'heure, que la recherche sur le jeu, de façon systématique, probablement que 80% des bonnes études ont été réalisées au cours des 12-13 dernières années. Alors, on n'a pas ce recul qu'on a avec l'alcool. Vous parliez, M. Ladouceur, tout à l'heure, pour les intervenants qui interviennent au niveau des toxicomanes, qu'ils utilisent la même documentation pour ceux-là que pour les joueurs compulsifs. Mais est-ce qu'il y a de la formation pour former ces gens-là, les intervenants, spécialisés pour les jeux compulsifs, pour les joueurs compulsifs? Il y a une formation... je dirais, officielle, gouvernementale, qui a été mise sur pied au printemps dernier. 150 ou 200 intervenants au Québec ont reçu cette formation. Notre centre est responsable de cette formation. Et on offre pour tout type d'intervenants des formations à l'intérieur du centre d'excellence ici à l'Université Laval pour précisément montrer aux gens qu'il y a beaucoup et je vois qu'il y a des intervenants dans la salle, il y a beaucoup de points semblables
entre les différents problèmes de dépendance, alcool, drogue, jeu. Mais il y a aussi des points qui sont spécifiques. Et si on ne met pas ces ingrédients spécifiques pour les joueurs, on réduit l'efficacité de notre intervention. Alors, dans ce sens-là, il y a cette base commune qui est très importante. Et je dirais aussi que le programme de traitement n'est pas basé uniquement sur la correction du hasard, de la notion de hasard. Il y a énormément d'autres interventions qui sont jumelées. Mais cet élément-là que je vous ai présenté avait plus pour but de vous montrer comment c'est important, cette notion, alors qu'avec un alcoolique ou un toxicomane, on ne leur parlera sûrement pas de la perception du hasard. Vous avez parlé dans votre intervention tantôt de la personne qui a de la difficulté à demander de l'aide avant qu'elle ait atteint un bas fond. Je me demandais pourquoi c'était si long. C'est-à-dire que vous disiez tantôt qu'il fallait qu'elle soit, en tout cas la plupart du temps, elle était en faillite, elle avait perdu sa maison, elle avait perdu sa femme. Je me demandais pourquoi est-ce que c'est un processus qui est aussi long? Moi, effectivement, je pense que c'est un phénomène nouveau aussi que je pense que les chercheurs aussi vont chercher à savoir. Il y a toute la honte aussi de l'individu, hein, il y a toute la perception de se refaire aussi, comme le mentionne l'approche de Robert. Il y a tout c'est pas facile pour les gens de demander de l'aide. On dirait qu'on va toujours attendre d'en gagner un petit peu d'argent, qu'il va se passer quelque chose de magique dans le domaine du jeu. Il y a tout le phénomène aussi que quand on arrête de jouer, on devient dépressif aussi, ou quand on va jouer, on oublie toute la notion de ses problèmes. Je pense qu'il y a beaucoup à étudier de ce côté-là. Je sais pas si tout est à faire aussi, hein, puis je pense qu'il n'y a rien à négliger. Il n'y a rien à sous-estimer. C'est tout un phénomène nouveau aussi, comme on le mentionne souvent dans les 10 dernières années. Mais malheureusement, quand les gens arrivent chez nous, le degré de motivation de s'en sortir, en tout cas, il est assez quand même élevé pour un bon pourcentage de notre clientèle. Mais malheureusement, quand les gens arrivent chez nous, ils sont très, très désorganisés. Ils ont déjà essayé aussi de se rétablir, soit en traitement externe, aussi avec l'approche de Robert il y a quelques années, ou il y a quelques mois aussi dans d'autres services qu'on offrait. Puis malheureusement, l'illusion du gain est tellement présente, l'idée de leur sortir est tellement présente qu'ils retournent jouer, puis là, finalement, ils se ramassent en cure fermée comme chez nous ou ailleurs, ou malheureusement, leur vie va finir mal. J'aimerais juste rajouter, effectivement, dans la même perspective que Claude Bilodeau vient de le dire, contrairement à l'alcool ou aux drogues, le joueur est convaincu qu'il va se refaire. Et ici, je ne veux pas minimiser tous les autres problèmes qui sont associés au jeu. Tous les problèmes qui ont été causés par le jeu dans son milieu personnel, son milieu professionnel, son milieu familial. Mais le joueur est souvent en traitement. Imaginez, et peut-être pour information pour vous qui connaissez peut-être des joueurs, le joueur a perdu X mille dollars. La plupart des joueurs qui vont en traitement ont des dettes de jeu. Et pour le joueur, arrêter de jouer, ce n'est pas seulement bénéfique d'arrêter de perdre d'argent, mais c'est d'avouer qu'il accepte que l'argent perdu ne sera jamais récupéré au jeu. Et ça, c'est dur. C'est dur pour le joueur parce qu'il est convaincu que c'est 10 000, 15 000, 50 000 dollars qu'il a laissés dans les appareils ou sur les tables, les tapis verts, il va le récupérer parce qu'il est dû. Qu'est-ce que vous attendez de l'État concernant les problèmes reliés au jeu? Moi, je pense que le point majeur est que les problèmes qui sont causés par le jeu puissent être étudiés d'une façon telle que si vous avez un proche, ou vous-même, ou moi-même, éprouve à un moment donné un problème avec le jeu, que j'ai la possibilité d'avoir un traitement qui est efficace, d'avoir une intervention qui va m'aider, donc qu'on a besoin de mieux connaître. Le deuxième point, et je pense qu'on veut non plus parler de gens qui vont demander de l'aide, mais on veut diminuer le nombre de personnes qui développeront des problèmes de jeu. De telle sorte que, essentiellement, quant à moi, le jeu, comme l'alcool, est un loisir, est un produit
qui doit permettre un loisir pour la personne qui a le goût de jouer, d'acheter des billets de 6,49, d'aller au casino. Si c'est votre plaisir, en autant comme un plaisir de prendre un bon vin, on veut pouvoir continuer à le faire, hein, sans être obligé d'en consommer 2 ou 3 litres à tous les jours. Alors, moi, je dirais que le souhait le plus grand, c'est d'avoir la possibilité de choisir et de prendre les bonnes décisions parce que les informations qu'on a sont maintenant justes et précises. On connaît la multitude de problèmes sociaux reliés à l'ensemble des jeux de hasard et d'argent, en particulier au niveau des appareils de loterie vidéo. Je pense que ça serait de bien informer les gens sur les dangers réels reliés à l'ensemble des jeux de hasard, en particulier les ALV, les appareils de loterie vidéo, car c'est le point majeur, en tout cas, de la source du problème ici au Québec. On sait aujourd'hui qu'on connaît une multitude de problèmes. Les coûts sociaux sont très élevés. Il y a de plus en plus de gens qui sont malades et vulnérables aussi de développer cette dépendance-là. Alors, pourquoi qu'avec la Société d'État de l'Auto-Québec, le ministère de la Santé, les centres comme Robert Ladouceur, qu'on ne met pas un stop à tout ça, à la progression, à l'évolution aussi de l'ensemble des jeux de hasard, et puis qu'on ne s'assoit pas ensemble, et puis de travailler adéquatement, en tout cas tout le monde main dans la main pour freiner, mettre un point à tout ça, cesser d'augmenter les revenus de la part de l'État pour diminuer en tout cas l'ensemble des problèmes qu'on connaît aujourd'hui dans notre société, parce qu'on le sait très bien qu'il y a un problème, puis on pourrait intervenir adéquatement. Puis oui, il y a beaucoup à faire au cours des prochaines années. Mais oui, en tout cas, on a fait une erreur de la part de notre gouvernement. La preuve, c'est qu'en 1984, l'ancien PDG de l'Auto-Québec a mentionné que si on irait plus loin dans l'industrialisation des jeux de hasard et d'argent, que ça serait très néfaste pour notre société. Puis c'est pas moi qui l'ai mentionné, c'est l'ancien PDG de l'Auto-Québec. En 1984, il n'y avait pas de casino à Montréal, pas de casino à Charlevoix, pas de casino à Hull, pas d'appareil de loterie vidéo. Il n'y avait que des billets de loterie, des 6,49, et à l'époque, en tout cas en 84, il n'y avait que des petites choses comme ça. Puis on s'est rendu compte que ça causait des problèmes. Aujourd'hui, on est rendu avec 15 000 appareils de loterie vidéo, 3 casinos. Alors je pense qu'on a un grave problème sur les épaules aujourd'hui. Les conférences de la chaire publique de l'Allier constituent un savoir en partage. C'est l'occasion de favoriser les débats, d'affirmer le sens critique et de promouvoir la vulgarisation des connaissances à l'égard des grandes préoccupations actuelles.